Surprise. J'étais rentré plus tôt que prévu. Tyler Bennett, 51 ans, c'est moi. J'ai passé presque 30 ans de ma vie sur des plateformes de forage en mer, aux quatre coins du monde. Ça sonne bien pour la plupart des gens, mais ça ne l'est pas. Juste des couloirs en acier qui bourdonnent sans arrêt, du diesel et de l'air salin en permanence, et des couchettes minuscules. On peut toucher les deux murs quand on se tend. Ce soir-là, dans le golfe Persique, j'ai fini un putain de quart de 14 heures sous une chaleur à crever et je me suis laissé tomber sur ma couchette, botte comprise. À 2h47 du matin, mon téléphone a vibré. C'était un texto qui a coupé ma vie en deux. Ma femme, Rachel. Court, brutal, sans espoir. J'en ai marre de ce mariage. Je pars en Californie avec mon nouveau mec, Marcus. Il a 26 ans et me traite bien. J'ai pris nos économies, aussi. Bonne chance. Elle n'a pas juste mis fin à notre mariage. Elle a envoyé la preuve. Une capture d'écran de notre compte en banque. 17 centimes là où il aurait dû y avoir 138 000 $. Et elle a ajouté un smiley, comme si elle venait de gagner des vacances. Je suis resté planté devant l'écran dans le noir. Mes yeux me brûlaient et mon pouls cognait. 30 secondes ont paru des heures. Je n'ai pas crié, pas juré, pas appelé. J'ai tapé, ok, prends soin de toi et j'ai éteint le téléphone. C'était comme couper le dernier lien avec mon ancienne vie. Je me suis levé, je suis allé aux douches et je suis resté sous l'eau chaude qui sentait la rouille. Je suis resté là jusqu'à ce que mon superviseur frappe, inquiet que je me sois noyé. Le lendemain matin, j'ai sauté le petit déjeuner. J'aurais pas pu m'asseoir avec l'équipe. Il l'aurait vu sur ma gueule. Je suis allé bosser plus tôt. Mon contremaître, Derek, n'arrêtait pas de me regarder, curieux et inquiet, mais il n'a rien demandé. Ici, on a une règle. Ce qui s'écroule à la maison, ça compte pas tant qu'on n'est pas de retour sur la terre ferme. 14 gars comptaient sur nous pour que cette machine tourne. Ma dépression attendrait. C'est au déjeuner que j'ai ouvert mon ordinateur. Là, il y avait un autre coup de couteau de Rachel. Les papiers du divorce. Elle disait que j'avais abandonné le mariage parce que j'étais obsédé par le travail. Son avocat, c'était Grégory, un requin qui s'est fait un nom en baisant des types comme moi. Les papiers exigeaient une pension compensatoire basée sur mes revenus substantiels. Et juste pour enfoncer le clou, Marcus vivait déjà dans ma maison à Lubbock. J'ai refermé l'ordinateur, calme, comme si j'allais pas craquer. Puis je suis retourné au travail. Ce soir-là, quand les choses se sont calmées, j'ai envoyé un email à mon cousin Patrick, un conseiller financier à Dallas. Objet, Blizzard. C'était un code qu'on avait inventé il y a des années, en plaisantant sur les scénarios catastrophes. Il a répondu vite, déjà sur le coup. Ne parle à personne tant que t'es pas revenu au pays. Encore 12 jours sur cette rotation. 12 jours de quart de 16 heures dans la chaleur pendant que ma vie s'écroulait à des milliers de kilomètres. Certains gars supplieraient pour avoir un congé, mais ça aurait l'air désespéré. Mieux vaut finir le boulot, se faire payer et rentrer en force. Si Rachel pensait m'avoir brisé, elle se trompait. Elle ne savait pas à qui elle avait affaire. J'ai rencontré Rachel il y a 20 ans dans un magasin d'articles de pêche que mon pote tenait à Lubbock. Je m'en souviens comme si c'était hier. Elle avait 32 ans, elle était derrière le comptoir, les cheveux auburn tirés en arrière, et elle rigolait en encaissant un type qui pensait que pour pêcher le bar, il fallait une canne qui valait plus cher qu'un pick-up. Elle avait cette répartie que tout le monde adorait. Je suis resté plus longtemps que nécessaire juste pour l'entendre parler. J'avais 31 ans, 10 ans de boulot dans le pétrole, de retour au pays entre deux missions, pour filer un coup de main à mon ami. Je cherchais rien, mais elle avait cette assurance, cette façon de dominer toutes les conversations. Je suis retourné souvent à ce magasin. Du matériel de pêche. 9 mois plus tard, on s'est mariés. Petite cérémonie, amis proches et famille. Rien de tape à accent grave-l'œil, pas de voyage de noces, juste des vœux qui semblaient sincères à l'époque. J'étais stable. Une maison payée grâce à un investissement chanceux dans une société de forage qui s'est fait racheter, et un boulot qui rapportait un max. La stabilité, c'était mon truc. Rachel a toujours dit qu'elle aimait ça. Qu'elle pouvait compter sur moi. Que j'étais motivé. J'aimais la façon dont elle illuminait une pièce. Elle pouvait se faire des amis avec n'importe qui. Moi,
j'étais silencieux, doué avec les machines. C'était magnétique. Bien sûr, notre mariage avait un défaut. La rotation. 8 semaines en mer, 4 semaines à la maison. L'argent était génial au début. Je pouvais gagner plus en 6 mois que la plupart des gars de la ville en gagnaient toute l'année. Après 3 ans, on s'y était habitué. Elle tenait la baraque aux factures, famille, soirée au pendant que je courais après notre avenir financier. Pendant un temps, ça a semblé marcher. Du moins, c'est ce que je me disais. Les fissures ne sont pas apparues du jour au lendemain. Elles se sont insinuées, lentement et silencieusement. Vers la 13e année, Rachel a commencé à lâcher des indices, mais elle appelait ça des plaintes. Elle ramenait sur le tapis les anniversaires manqués, elle envoyait des petites piques pour savoir si un autre contrat au Qatar était vraiment nécessaire. Elle me comparait, discrètement mais avec acuité, aux maris de ses amis les mecs qui faisaient des grillades le week-end, qui étaient au match de baseball des enfants, qui étaient présents pour les anniversaires. Je n'y prêtais pas attention, je me disais que c'était juste de la frustration normale, le prix de la vie qu'on avait choisi. Quand j'ai eu 48 ans, les signes étaient devenus moins discrets. Rachel a cessé de demander quand je rentrais. Elle a arrêté d'envoyer des photos de ses journées. Plus de clichés du jardin, plus de textos sur le club de lecture, plus aucune de ces petites nouvelles qui venaient combler le vide entre nous. Nos appels en visio se faisaient plus courts, son regard se perdait hors champ, sa voix, sèche et distraite. Je me disais que c'était normal, que les mariages à distance finissaient par changer. La routine remplaçait l'étincelle. Mais au fond, je sentais ce décalage. Et puis il y a eu décembre dernier. Je suis rentré de mission en m'attendant à retrouver la même maison, mais c'était complètement différent. De nouveaux meubles, de la peinture fraîche, des rideaux différents, de nouveaux appareils électroménagers. Le tout sans un mot. Ce n'était pas juste un coup de neuf. C'était une déclaration. Quand je lui ai posé la question, Rachel a juste dit qu'elle avait besoin de quelque chose de différent. C'est tout. Aucune explication. Aucune invitation à comprendre ce que voulait dire différent. Je n'ai pas insisté. Avec le recul, peut-être que j'aurais dû. 8 semaines avant le texto qui a fait voler ma vie en éclats, j'ai remarqué des virements bizarres sortant de notre compte joint. Quand j'en ai parlé à Rachel, elle a dit qu'il fallait faire des travaux importants sur les fondations de la maison. Ça sonnait faux, mais j'ai voulu la croire. Avant de repartir en mer pour mon prochain boulot, j'ai fait un détour par la maison. Pas de travaux, pas d'équipement, rien qui laisse supposer quoi que ce soit. Mais il y avait une Lexus argentée garée dans l'allée. Je ne la connaissais pas. Juste là, comme chez elle. Il y a 6 semaines, Rachel a cessé de répondre à mes appels. Plus de conversation, juste des textos occasionnels pour dire qu'elle était trop occupée avec un nouveau projet personnel. J'ai pensé à écourter ma mission, à rentrer pour gérer ce qui se passait. Mais après presque 20 ans, j'ai décidé de lui faire confiance. Je me suis dit que c'était juste une phase. Que ça passerait. Et puis, 4 jours avant ce message final, notre voisin, Gérald, m'a envoyé une photo. Un camion de déménagement devant ma maison. Des gars transportant des cartons à l'intérieur. Son message était bref, je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Je suis resté planté devant cette photo un long moment sans répondre. Peut-être que je n'ai pas répondu parce qu'une partie de moi savait déjà. Peut-être que le silence me paraissait plus facile que d'admettre que la vérité était exposée au grand jour. J'ai attendu. Je me suis dit que les choses finiraient par se savoir. Et c'est arrivé. Mais pas comme je l'imaginais. Juste après le texto de Rachel, c'est fini, mon cousin Patrick m'a appelé sur le téléphone satellite. Faut que tu t'assoies, a-t-il dit, sans préambule. Puis il m'a raconté tout ce qu'il avait découvert. Rachel préparait ça depuis au moins 16 mois. Des petits virements vers un compte séparé à son nom de jeune fille au début 1500 par-ci, 2500 par-là. Puis les montants ont grimpé en flèche ces 3 derniers mois. Le total dépassait 208 000 $, et pas seulement les 138 000 provenant de notre épargne commune. La pièce a tangué en entendant ça, c'était bien plus que ce que je pensais qu'on avait. Patrick a continué avec d'autres mauvaises nouvelles. Rachel avait modifié le bénéficiaire de mon assurance vie il y a 7 mois. En plus, elle avait contracté un prêt immobilier de 35 000 $ sur notre maison. Elle avait falsifié ma signature sur les papiers du prêt. J'étais assis au bord de ma couchette,
remarquant soudain le bourdonnement constant des générateurs de la plateforme. 18 ans ensemble. Presque 2 décennies de souvenirs, et elle m'en effaçait, petit à petit, depuis plus d'1 an. Finalement, j'ai posé des questions sur Marcus. Patrick avait fait une enquête. Marcus Holloway, 26 ans, ancien prof de fitness, sans emploi fixe depuis 4 ans. 3 autres relations avec des femmes de plus de 45 ans, chacune se terminant en environ 20 mois, avec le même schéma. Patrick n'avait pas besoin de faire un dessin. Puis Patrick a lâché la dernière bombe. Les relevés de cartes de crédit montraient 2 billets aller simples pour Palm Desert pour jeudi prochain, dans 5 jours à peine. Rachel ne se contentait pas de partir. Elle prévoyait de disparaître avec tout ce qu'elle avait volé avant même que je puisse rentrer aux États-Unis. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans le noir dans ma cabine pendant un long moment, sans allumer. Juste assis là pendant que les souvenirs se réorganisaient dans ma tête comme des pièces de puzzle, révélant enfin la vraie image. Ses appels secrets sur le patio, sa soudaine obsession pour le fitness il y a 3 ans, les plaintes concernant l'argent, alors qu'on avait largement de quoi mettre de côté. Ce qui me tuait, ce n'était pas la trahison, mais la planification. La destruction lente et minutieuse de toute notre vie. Alors qu'elle souriait lors des appels en visio, alors qu'elle encaissait l'argent que j'envoyais à la maison, alors qu'elle disait que je lui manquais, quelque chose s'est brisé en moi. La douleur s'est transformée en quelque chose de dur et de froid. J'ai attrapé mon ordinateur portable dans mon casier et je me suis connecté à un compte email que seul Patrick et moi connaissions. Il était lié à la société holding qu'on avait créée il y a 9 ans, après avoir vu un collègue tout perdre lors de son divorce. Frost.Holdings. Nommé d'après le nom de jeune fille de ma grand-mère et le ruisseau sur son ancienne propriété. Le solde du compte s'est affiché à l'écran. 1 400 000 $. Depuis 9 ans, je versais 65% de mes revenus sur ce compte. Parfaitement légal, déclaré sur mes impôts, mais séparé de nos biens matrimoniaux grâce à la structure juridique conçue par Patrick. J'ai expédié un mail express à mon avocat à Dallas, lancé Opération Riposte Arctique. Puis j'ai fermé mon ordi et je suis allé prendre un café au Mess. Pour la première fois depuis des jours, j'avais vraiment faim. J'ai atterri à Dallas 42 heures après la fin de ma rotation. Patrick était là, pile à la sortie du hall d'arrivée, avec un portable prépayé et un dossier bien épais. Elle t'appelle en boucle sur ton téléphone perso depuis hier après-midi, m'a-t-il dit en me conduisant à sa voiture. La banque a bloqué le compte où elle a transféré l'argent. Procédure standard pour les gros virements suspects. Ils veulent que je me pointe en personne pour confirmer, j'ai dit. Elle n'avait aucune idée que j'étais de retour. Patrick a acquiescé. Personne n'est au courant, à part moi et Robert. Robert, c'était mon avocat. Patrick a sorti sa tablette et m'a montré une série de textos échangés entre Rachel et quelqu'un enregistré sous le nom de SM. Je les ai fait défiler. Ils préparaient leur nouvelle vie, se moquaient de moi parce que je bossais à l'étranger pendant que dépensaient mon fric, parlaient de l'appart qu'ils avaient déjà réservé à Palm Desert. Un texto d'il y a 3 jours a attiré mon attention. Rachel, la banque a tout bloqué. Ils ont besoin que Tyler vérifie en personne. On fait quoi? Marcus, il est coincé sur la plateforme pendant encore au moins 1 semaine. Dis-lui qu'il y a une urgence avec ta mère. Fais-toi donner une autorisation. Marcus, encore, tu es toujours légalement sa femme, Rachel. Il ne répond plus à mes appels. Continue d'essayer. Rachel, on a besoin de cet argent avant la signature de l'appart la semaine prochaine, sinon on devra passer au plan B. Marcus, Rachel, le plan B me met vraiment mal à l'aise. C'est juste de l'argent d'assurance vie. Rachel, il fait l'un des boulots les plus dangereux au monde pour une raison. Les accidents, ça arrive. J'ai rendu la tablette à Patrick. Mes mains étaient stables, mais glacées. Ces trucs sont recevables, j'ai demandé. Patrick a dit que les textos provenaient de la sauvegarde cloud du téléphone de Rachel. Elle a utilisé ton identifiant Apple pour configurer son nouveau téléphone l'année dernière et n'a jamais changé le mot de passe. Tout s'est synchronisé sur ton cloud. Nous sommes allés directement au bureau de Robert. Il avait déjà les papiers du divorce prêts, ainsi qu'une plainte pénale pour le prêt immobilier frauduleux et une requête pour tout bloquer. Il y a un problème, a dit Robert une fois que nous étions dans la salle de conférence. Rachel a déposé une plainte pour violence conjugale contre toi hier. Elle dit qu'elle est partie à cause de tes abus émotionnels et de ton contrôle financier. Elle prétend qu'elle avait peur pour sa vie.
C'est dingue, j'ai dit. Je suis à 10 000 bornes d'ici depuis 8 semaines. Robert a acquiescé. Ça n'a pas d'importance. Pas au début. C'est une manœuvre pour s'attirer la sympathie du juge et justifier qu'elle ait pris l'argent. Son avocat veut une audience d'urgence demain matin pour une ordonnance restrictive et pour te faire virer de chez toi. Donc, elle voulait me barrer l'accès à ma propre maison pendant que son mec y vivait. Robert a confirmé. Et à propos de ce prêt immobilier? Elle l'a déjà dépensé. Elle a tout transféré à une SARL enregistrée au nom de Marcus Holloway 2 jours après avoir touché l'argent. J'ai pris une grande inspiration. Quelles sont nos options? Robert a exposé notre contre-attaque, porter plainte pour fraude, faux et usage de faux, détournement d'affection et association de malfaiteurs. Utiliser les textos pour demander un gel d'urgence de tous ses comptes et de ceux de la SARL. Il a fait glisser un document sur le bureau. Requête en irrecevabilité de la plainte pour violence conjugale avec preuve de faux témoignage. J'ai demandé quelles preuves nous avions. Robert a souri. Tes données de localisation fournies par ton entreprise prouvent que tu es sur cette plateforme depuis 8 semaines d'affilée. Ton passeport le confirme. De plus, j'ai assigné ton opérateur téléphonique à produire tes relevés. Aucune dispute, aucune menace, rien qui suggère des abus. J'ai tout signé. Robert a ajouté une dernière chose. Il faut que tu aies l'air sincèrement surpris quand elle recevra la notification. Elle ne doit pas savoir que tu es de retour. Officiellement, tu es toujours en mer. J'ai squatté chez Patrick cette nuit-là et j'ai mieux dormi que depuis des semaines. Le lendemain matin, je me suis connecté aux caméras de surveillance de notre maison à Lubbock. Je les avais installées il y a 4 ans et je les faisais tourner à distance. Rachel les avait soit oubliées, soit elle pensait que je ne pouvais pas y accéder depuis l'étranger. Les images montraient un type vautré au bord de la piscine, en train de siroter mon single malt scotch, avec mon vieux sweat à capuche de la fac. Il était sur son téléphone, il rigolait, les pieds posés sur les meubles d'extérieur que j'avais construits. Puis Rachel est entrée dans le champ, l'air inquiet, arpentant le sol tout en parlant au téléphone. Je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait, mais son langage corporel criait que les choses ne tournaient pas à son avantage. Patrick est entré avec du café et a ouvert son ordinateur portable. « Faut absolument que tu vois ce que j'ai trouvé hier soir, a-t-il dit. Il avait passé des heures à creuser dans le passé de Marcus Holloway. Ce qu'il a trouvé a tout changé. Il a déjà monté exactement la même arnaque. 4 fois, en fait. Patrick a tourné son écran vers moi, me montrant des articles de presse, des dossiers judiciaires et des publications sur les réseaux sociaux. Toujours le même schéma. Il rencontre une femme, généralement mariée et toujours blindée. Relation secrète. La femme quitte son mari, en emportant autant de cash que possible. Il déménage on ne sait où. 20 mois plus tard, Marcus se volatilise avec ce qu'il reste. L'écran affichait les dossiers de 4 femmes sur 6 ans, toutes ruinées financièrement. L'une d'elles rembourse encore les dettes de carte de crédit que Marcus a contractées en utilisant ses informations personnelles. La voix de Patrick baissa d'un ton. Il y a plus. Il était suspect dans la mort de l'ex-mari de sa 3e petite amie. Un accident de voiture bizarre cette semaine après leur divorce. Le type a fait une sortie de route et a dévalé une falaise sur une route qu'il avait empruntée 1 million de fois. Aucune accusation n'avait été portée, mais l'implication planait. Mon téléphone sonna, le numéro de Rachel sur mon téléphone habituel. J'ai laissé la messagerie vocale prendre l'appel. Patrick a mis le message sur haut-parleur. « Tyler, s'il te plaît, je t'en supplie. » La voix de Rachel se brisa. « J'ai besoin que tu appelles la banque tout de suite. Il y a eu un terrible malentendu avec notre compte. J'étais juste en train de transférer de l'argent vers un meilleur investissement, comme on en avait parlé, mais la banque a tout bloqué. Je n'ai plus d'argent pour la nourriture ou les factures. S'il te plaît, appelle-les et autorise le transfert. J'ai vraiment peur en ce moment. Nous n'avions jamais discuté d'investissement. Son jeu était bon, mais il y a 2 semaines, je l'aurais gobé. » Robert a appelé pendant le déjeuner avec une mise à jour. Elle est aux abois. La vente de l'appartement à Palm Desert se conclut dans 6 jours. Ils ont absolument besoin de cet argent. J'ai demandé ce qui allait suivre. L'audience d'urgence est cet après-midi, devant la juge Morrison. Elle déteste les fausses accusations de violence domestique. On a ton alibi prêt et les documents de la banque demandant le remboursement de l'argent.
Robert fit glisser un dossier sur la table. Ton voisin Gérald a envoyé ça à mon bureau ce matin. À l'intérieur, il y avait des photos de meubles chargés dans un camion de déménagement. Mes meubles. Des affaires de famille. Des choses qui étaient dans ma famille depuis des générations. Ils vident toute la maison, confirma Robert. Ils prévoient de disparaître, qu'ils obtiennent l'argent de la banque ou non. J'ai refermé le dossier. J'ai pris une décision. Changement de plan. Je veux rentrer à la maison. Les deux hommes semblaient inquiets. Avant que Robert ne puisse dire quoi que ce soit, j'ai ajouté, pas pour les affronter. Pour regarder depuis la maison de Gérald, de l'autre côté de la rue. Je veux le voir de mes propres yeux. Et je veux être là quand ils recevront l'assignation. Je veux que Rachel voie mon visage quand son monde s'écroulera. Robert hocha lentement la tête. Je m'en occupe. En quittant le restaurant, j'ai reçu un SMS sur mon téléphone jetable de Gérald. Ils emballent ton bureau de grand-père en ce moment. Celui que tu as passé 6 mois à retaper. Je pensais que tu devrais le savoir. Certains vols sont plus que de l'argent. Certaines trahisons sont plus douloureuses que l'argent liquide. Les 7 heures de route jusqu'à Lubbock m'ont donné le temps de réfléchir. Robert a pris des dispositions pour que le shérif signifie les papiers à 9 heures le lendemain matin. Patrick a installé des caméras chez Gérald, de l'autre côté de la rue, où je logerais. Tout était parfait. Gérald m'a accueilli avec une poignée de main quand je suis arrivé après minuit. C'était un ingénieur pétrolier à la retraite qui avait travaillé sur les plateformes pendant 28 ans. On n'avait pas besoin de se dire grand-chose. Est-ce qu'elle sait que tu observes? Ai-je demandé une fois à l'intérieur. Gérald secoua la tête. Pas la moindre idée. Ils emballent comme des fous depuis toute la journée, en chargeant les objets de valeur en premier. Un autre grand camion de déménagement arrive demain pour le reste. Gérald a dit qu'une femme avec un presse-papier était passée hier, on dirait une agente immobilière. C'était inattendu. J'ai appelé Robert tout de suite. Il a promis de vérifier les registres fonciers dès la première heure. À 4 heures du matin, incapable de dormir, j'étais assis à la table de la cuisine de Gérald, en train d'examiner tout ce que Patrick avait rassemblé. Les relevés bancaires montrant Rachel vidant lentement nos comptes depuis 16 mois. Les relevés téléphoniques montrant des centaines d'appels à Marcus remontant à plus d'1 an. Les relevés de cartes de crédit montrant des séjours à l'hôtel dans notre ville, alors que Rachel disait qu'elle rendait visite à sa sœur en Oklahoma. Voir les preuves étalées comme ça, c'était comme un coup de poing dans le ventre. Pas une erreur, mais un plan, une lente destruction de tout ce que nous avions construit, pièce par pièce. Au lever du soleil, Robert avait envoyé un SMS confirmant que Rachel avait mis notre maison en vente il y a 3 jours. Le prix demandé était de 32% en dessous de la valeur du marché, un prix pour vendre vite. Elle avait falsifié ma signature sur les papiers. À 8h30, j'ai regardé à travers la fenêtre de la cuisine de Gérald. Rachel et Marcus chargeaient les dernières choses dans sa Lexus argentée. De petits objets de valeur. Les cadres photos en argent de ma grand-mère, la vieille montre de poche que mon père m'avait donnée avant de mourir. À 8h40, un grand camion de déménagement s'est garé. 3 gars en sont sortis et se sont dirigés vers la maison à 8h50. Une berline banalisée s'est garée juste derrière le camion de déménagement, le bloquant. 2 adjoints du shérif et une femme en tailleur sont sortis. Robert avait envoyé un huissier de justice avec eux. C'est le moment, ai-je dit à Gérald. J'ai traversé la rue pendant que les adjoints se dirigeaient vers ma porte d'entrée. Rachel a ouvert, son visage passant de l'agacement à la confusion lorsque les officiers ont montré leur badge. Madame Bennett, nous avons des documents légaux à vous remettre, à vous et au monsieur qui est ici. Je suis resté hors de vue, observant depuis le bord de l'allée alors que son visage devenait blanc. Elle appela Marcus. Il s'approcha par derrière et l'enlaça, lui serrant la taille comme s'il était son propriétaire. C'est à ce moment-là que je me suis montré. Le visage de Rachel était indescriptible, le choc se transformant en peur, puis on voyait le calcul s'opérer. Marcus avait juste l'air confus et un peu effrayé. « Tyler » murmura Rachel. « Tu n'es pas censé être sur la plateforme ?»« Si, dis-je tranquillement. La mission s'est terminée plus tôt que prévu. » J'ai fait un signe de tête aux adjoints pour qu'ils lui remettent les papiers. Ils lui ont tendu une énorme pile de documents juridiques. Ordonnance restrictive d'urgence contre vous deux, gel immédiat de tous les avoirs, plainte pénale pour faux et usage de faux, annulation de l'annonce de vente de la maison,
et requête en divorce pour fraude et association de malfaiteurs. Vous ne pouvez pas nous faire ça, dit Marcus, gonflant le torse comme s'il était un dur. Elle a peur de toi. Nous avons déposé une plainte pour violence conjugale afin de la protéger, ai-je coupé, calmement. Cette plainte a été rejetée ce matin par la juge Morrison. Difficile de maltraiter quelqu'un à 10 000 km de distance. Ah, et la juge était très intéressée par vos textos concernant le plan B impliquant mon assurance vie. Son visage est devenu inexpressif. Rachel s'avança, les larmes montant déjà aux yeux. Tyler, s'il te plaît. Tout ça n'est qu'un malentendu. Je voulais juste. J'ai fini pour elle. Protéger nos biens en vie dans notre maison. Préparer notre avenir en vendant secrètement notre maison sans m'en parler. Elle n'a rien répondu à ça. L'huissier déclara, avec un ton officiel, vous avez 30 minutes pour prendre vos effets personnels. Juste des vêtements et des articles de toilette de base. Tout le reste reste ici en attendant un inventaire ordonné par le tribunal. Pendant qu'ils entraient avec les adjoints, je me suis retourné pour partir. Où vas-tu, m'appela Rachel, désespérée. Je ne me suis pas retourné. Chez moi, dis-je. L'audience eut lieu 4 semaines plus tard. J'étais assis à une table avec Robert. Rachel et son avocat étaient à une autre. Marcus était introuvable. Il avait disparu 3 jours après avoir reçu les papiers, emportant avec lui l'argent liquide et les bijoux de Rachel. Le Marcus typique. Exactement ce que Patrick avait trouvé lors de sa vérification des antécédents. La juge a examiné les preuves. Relevés bancaires, faux documents, textos, données de localisation prouvant où j'étais. Quand elle arriva au message concernant le plan B et l'argent de l'assurance vie, elle s'arrêta et regarda Rachel droit dans les yeux, dégoûtée. Madame Bennett, êtes-vous consciente des peines encourues pour association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude à l'assurance, ou potentiellement pire? L'avocat de Rachel lui murmura quelque chose à l'oreille, avec une urgence palpable. Ce n'était pas comme ça, votre honneur, balbutia Rachel. Marcus plaisantait, c'est tout. Je n'aurais jamais réellement. La juge la coupa. Gardez ça pour la procédure pénale. Ce tribunal ne s'occupe que du partage des biens et du divorce. Elle continua sa lecture, secouant la tête comme si elle n'en revenait pas. Quand elle eut terminé, elle posa les papiers et retira ses lunettes. En mes 28 ans de carrière, j'ai rarement vu un cas aussi flagrant de tromperie financière préméditée dans un mariage. Elle regarda Rachel fixement. Vous avez systématiquement vidé les comptes joints, falsifié des documents juridiques et prévu de vous enfuir avec les biens conjugaux. Puis elle se tourna vers moi, le visage un peu plus doux. Monsieur Bennett, bien que la création de comptes distincts par le biais d'une société holding puisse sembler discutable à certains, ce tribunal constate que vous avez payé toutes les dépenses du ménage, déclaré vos impôts correctement et n'avez pas tenté de dissimuler des biens à l'État. Vous les avez simplement protégés contre d'éventuelles futures réclamations, ce qui était judicieux compte tenu de la situation. Son jugement fut rapide et total. Tous les biens que Rachel avait transférés devaient me revenir immédiatement. La maison était à moi seul. Les demandes de pension alimentaire de Rachel ont été rejetées. On ne pouvait pas rêver mieux. Elle a transmis les preuves de falsification et d'association de malfaiteurs au procureur pour d'éventuelles poursuites. En sortant du tribunal, Rachel essaya de me parler une dernière fois. J'ai continué à marcher. Certaines victoires n'ont pas besoin de mots. 7 mois plus tard, je me tenais sur le pont de ma cabane dans les montagnes, près de Bozeman, dans le Montana. Cet endroit faisait partie des avoirs de Frost Point depuis le début, 18 hectares de forêt de pins et de prairies que j'avais achetés il y a 6 ans comme plan de retraite. Rachel n'a jamais su que cet endroit existait. Les accusations de falsification portées contre elle avaient été réduites dans le cadre d'une négociation de peine. Pas de prison, mais 6 ans de probation et des paiements de restitution qu'elle ne finirait probablement jamais de rembourser. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle vivait chez sa sœur à Tulsa, où elle était directrice d'un grand magasin. Marcus était déjà passé à une chirurgienne divorcée à Phoenix, toujours le même schéma. J'avais pris ma retraite anticipée de la compagnie pétrolière après 27 ans. Trop, c'est trop. Entre mes investissements, mes économies et les redevances sur le gaz naturel provenant de terrains en Louisiane, j'avais plus qu'il n'en fallait pour vivre le reste de mes jours. Gérald m'appelait de temps en temps avec des nouvelles de Lubbock. J'avais vendu cette maison 6 mois plus tôt. Trop de souvenirs, et plus aucun de bon.
Il m'avait aidé à vider ce qu'il me restait, à envoyer les affaires de famille au Montana et à donner le reste. Le courrier de l'après-midi avait apporté une enveloppe de Patrick avec les documents finaux, attestant que Frost Point Holding s'était liquidé. Elle avait fait ce qu'elle était censée faire, les actifs déplacés, les impôts payés. C'était tout, fin de l'histoire. Alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, je me suis versé un bourbon et je me suis assis sur la balancelle que j'avais construite moi-même cet été-là. Pour la première fois depuis des années, personne ne voulait plus rien me soutirer. Pas d'équipe qui attendait des ordres, pas de femme qui faisait semblant de me regretter pendant qu'elle mijotait la manière de m'arnaquer. Juste le silence et le bruit du vent dans les pins. Mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne connaissais pas. Un chef de projet d'une entreprise énergétique canadienne, me proposant une mission de consultant. Bien payé, presque pas de déplacement. Il s'agissait juste d'exploiter les connaissances que j'avais acquises en presque 30 ans. Je vais y réfléchir, lui ai-je répondu, sans embâche. Et je le ferai. Mais pas ce soir. Ce soir était juste pour moi. Pour la tranquillité que j'avais farouchement défendue. Pour vivre ma vie exactement comme je l'entendais, pour la première fois depuis 20 ans.